Je n'avais pas réalisé à quel point le silence pouvait être assourdissant jusqu'au moment où mon ex-femme a éclaté de rire et que tout le monde a suivi son exemple. Cela s'est passé au milieu d'un salon bondé, sous une lumière tamisée, avec des assiettes en carton en équilibre sur les genoux et le téléphone de quelqu'un qui filmait dans un coin. Elle a incliné la tête, a souri de cette manière qu'elle avait toujours quand elle pensait être spirituelle, et a dit « Sans moi, tu n'es rien ». Les gens ont ricané. Quelqu'un a toussé. Je n'ai rien dit. 2 semaines plus tard, je l'ai invitée à prendre le thé. Et lorsqu'elle a franchi le portail de ma maison, ses mains se sont mises à trembler si fort qu'elle a failli laisser tomber son téléphone. Je m'appelle Laurent Mercier. J'ai 52 ans. Et il y a 6 mois, mon ex-femme a publiquement décidé de rappeler à tout le monde qui elle pensait que j'étais. C'était la fête pour l'obtention du master de ma fille, Chloé, organisée dans le jardin de la maison de Valérie, la maison qu'elle a gardée après le divorce. Il y avait environ 30 personnes, la famille, des amis, quelques camarades de promotion de Chloé. Des guirlandes lumineuses étaient suspendues entre la clôture et la pergola, et quelqu'un avait installé une enceinte Bluetooth diffusant de la pop douce qui s'est fondue dans le bruit de fond une fois les conversations lancées. Je suis arrivé tôt, comme toujours. Une vieille habitude. J'avais apporté un cadeau simple pour Chloé et une bouteille d'eau gazeuse pour moi. J'avais appris au fil des années que garder l'esprit clair en présence de Valérie était une forme d'autodéfense. Au début, tout allait bien. Sourire poli, conversation légère. Valérie jouait l'hôtesse parfaite, passant d'un groupe à l'autre avec une aisance calculée. Elle riait fort, touchait le bras des gens quand elle parlait, s'assurant que tout le monde sache à quel point elle était fière de Chloé et combien elle s'était sacrifiée pour l'amener là. Je me tenais à l'écart, près de la terrasse, écoutant plus que je ne parlais. Cela ne me dérangeait pas. J'ai toujours été plus à l'aise dans l'observation que dans la représentation. Le moment fatidique est arrivé après le toast. Quelqu'un, un cousin de Valérie je crois, a levé son verre pour féliciter Chloé. Les compliments fusaient dans le groupe. Travail acharné, avenir brillant, tant de potentiel. C'est alors que Valérie lui a pris le verre des mains et s'est éclairci la voix. Elle a parlé de sa vie de mère célibataire, du fait d'avoir tout géré seule, d'avoir été à la fois la mère et le père. Les gens hachaient la tête avec compassion. J'ai remarqué que Chloé a jeté un coup d'œil dans ma direction avant de détourner le regard, puis Valérie m'a souri. « Eh bien, dit-elle en se tournant légèrement pour que le cercle s'ouvre juste assez pour m'inclure. Nous savons tous que tout le monde ne retombe pas sur ses pieds après un divorce. Quelques personnes ont ri, incertaines. Elle a continué, certaines personnes ont besoin d'aide, de direction. Sans cela, elles partent un peu à la dérive. » Ses yeux restaient fixés sur les miens. Sans moi, ajouta-t-elle légèrement, Laurent ne serait rien. C'est à ce moment-là que la pièce est devenue silencieuse d'une manière très spécifique, celle qui survient quand les gens ne savent pas s'ils viennent d'assister à une blague ou à une cruauté. J'ai senti une douzaine de paires d'yeux glisser vers moi, attendant de voir comment j'allais réagir. Valérie n'avait pas fini. Elle a gloussé et a dit, « Je veux dire, soyons honnêtes. Il n'a jamais pu s'en sortir tout seul. Un type gentil, bien sûr, mais un raté quand il s'agit de la vraie vie. Un échec. » Le mot est resté suspendu entre nous comme une assiette tombée que personne ne bougeait pour ramasser. Je n'ai pas élevé la voix. Je ne me suis pas défendu. Je n'ai pas cherché le regard de Chloé ou de qui que ce soit d'autre pour me sauver. J'ai juste hoché la tête une fois, pris une lente gorgée de mon eau, et laissé passer le moment. Valérie a pris mon silence pour une confirmation. Plus tard, alors que les gens reprenaient leur conversation, elle s'est penchée vers une de ses amies et a dit assez fort pour que je l'entende, « Tu vois, il sait que c'est vrai. » Je suis parti peu après. J'ai serré Chloé dans mes bras, je lui ai dit que j'étais fier d'elle, et j'ai marché jusqu'à ma voiture sans me retourner. Ce soir-là, je me suis assis seul dans mon appartement, celui-là même que Valérie aimait décrire aux gens comme triste mais gérable. C'était calme, à l'exception du ronronnement du réfrigérateur et du tic-tac de l'horloge au-dessus de l'évier. Je me suis fait une tasse de thé et je suis resté près de la fenêtre à regarder les phares des voitures bouger dans la rue en contrebas. Valérie racontait cette histoire depuis des années. L'histoire où elle était la raison de tout ce qui arrivait de bien. L'histoire où j'étais l'exemple à ne pas suivre. Après le divorce, j'avais laissé faire. J'avais pris un logement plus petit, je conduisais une vieille voiture, je me concentrais sur mon travail, je payais mes factures à temps, j'étais là quand Chloé avait besoin de moi.
Je ne corrigeais pas Valérie quand elle sous-entendait que je galérais. Je n'argumentais pas quand elle disait aux gens qu'elle m'aidait financièrement, même si elle ne l'avait jamais fait. Une partie de moi pensait que le silence était le choix de la maturité. Une autre partie de moi était juste fatiguée. Mais debout dans ce jardin, à l'entendre me traiter de raté à voix haute, quelque chose a changé. Pas de la colère, mais de la clarté. J'ai réalisé alors que confronter Valérie directement ne ferait que lui donner ce qu'elle voulait, de l'attention, du drame et une autre occasion de contrôler le récit. Elle excellait là-dedans. Elle l'avait toujours fait. Si j'argumentais, elle pleurerait. Si j'expliquais, elle m'interromprait. Si j'apportais des faits, elle m'accuserait de réécrire l'histoire. Alors, je n'ai rien fait de tout cela. Au lieu de ça, je suis rentré chez moi, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai sorti un tableau Excel que je n'avais pas touché depuis des années. Revenus, épargne, investissement, échéancier. Je n'ai pas intitulé la colonne finale Vengeance. Je l'ai intitulée Sortie. Pendant des mois, rien n'a changé en apparence. J'allais au travail. Je cuisinais des repas simples. J'ignorais les SMS occasionnels de Valérie qui disaient des choses comme « Chloé s'inquiète pour toi » ou « Tu sais, tu peux demander de l'aide, hein ?» J'ai arrêté de la corriger. J'ai arrêté de réagir tout court. Et puis, 2 semaines après la fête de remise de diplôme, je lui ai envoyé un message. « Salut Valérie. J'ai déménagé récemment. J'aimerais t'inviter à prendre le thé, juste pour prendre des nouvelles. » Elle a répondu presque immédiatement. C'est inattendu. Où habites-tu maintenant? Je lui ai envoyé l'adresse. Pas d'explication, pas d'émoji. Il y a eu une pause plus longue que d'habitude. Puis, d'accord, samedi à 14h. Samedi à 14h, ai-je répondu. Le matin de son arrivée, je me suis réveillé tôt, pas parce que j'étais nerveux, mais parce que je voulais profiter du calme de la maison avant qu'il ne disparaisse. J'ai préparé du thé et posé 2 tasses sur la table de la cuisine. J'ai ouvert les stores et laissé la lumière de l'après-midi inonder le parquet en chêne massif. Dehors, le vent bougeait doucement à travers les arbres bordant l'allée, et quelque part au loin, une tondeuse à gazon ronronnait. À 14h03, j'ai entendu des pneus crisser sur le gravier. Je me suis tenu près de la porte d'entrée alors que Valérie sortait de sa voiture. Elle s'est arrêtée au portail, fronçant légèrement les sourcils comme quelqu'un qui sait que quelque chose cloche, mais n'a pas encore compris quoi. Elle a fait un pas en avant, puis un autre, et elle s'est arrêtée complètement. Ses yeux ont voyagé de la clôture à la façade de la maison, remontant vers les fenêtres, traversant le jardin. Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. Elle a cherché son téléphone. Ses mains tremblaient. Et c'est là que j'ai su que l'histoire qu'elle racontait sur moi était sur le point de s'effondrer. Valérie est restée au portail plus longtemps que ce qui est raisonnable. Assez longtemps pour que, si quelqu'un l'avait observée depuis une fenêtre, il aurait pu penser qu'elle était perdue, ou qu'elle reconsidérait sa venue, ou qu'elle était soudainement consciente d'être entrée dans une histoire qu'elle ne contrôlait plus. Je ne l'ai pas pressée. Je l'ai regardée à travers la vitre alors qu'elle levait son téléphone, le baissait à nouveau, puis remontait finalement l'allée avec l'assurance prudente de quelqu'un qui refuse de paraître surpris. Quand j'ai ouvert la porte, elle a souri, un sourire tendu et répété. « Waouh » dit-elle en regardant derrière moi. « C'est sympa. » « Entre » ai-je répondu en m'effaçant. Elle a franchi le seuil lentement, ses talons claquant une fois avant de s'arrêter. Ses yeux bougeaient comme le font ceux des gens qui scannent une pièce à la recherche d'indices, plaintes, coins, plafonds, cherchant des signes d'illusion. Location, meubles empruntés, mise en scène temporaire. Il n'y en avait aucun. La maison n'était pas extravagante. C'était intentionnel. Pas de colonne en marbre, pas de grand escalier, juste de l'espace, de la lumière, des lignes épurées, un calme qui ne demandait aucune approbation. « C'est à toi » demanda-t-elle, la voix légère, connaissant déjà la réponse. « Oui. » Elle a ri doucement. « Tu veux dire, tu gardes la maison de quelqu'un ?» Je n'ai pas répondu. Valérie a fait un lent tour sur elle-même, sa main effleurant l'îlot central de la cuisine. Elle a ouvert un placard, l'a refermé, a marché jusqu'à la fenêtre, a regardé dehors. Son sourire n'est jamais vraiment revenu. J'ai fait un geste vers la table. « Un thé ?» Elle a hoché la tête distraitement et s'est assise,
continuant de regarder autour d'elle comme si les murs allaient me contredire si elle les fixait assez longtemps. En versant le thé, j'ai senti quelque chose d'inattendu s'installer en moi. La paix. Parce que ce moment, ce dénouement précis et silencieux, se préparait depuis des années. Après le divorce, Valérie n'est pas seulement partie avec la maison. Elle est partie avec l'histoire. L'histoire où elle avait été la colonne vertébrale, le soutien de famille, la responsable. Et je l'ai laissé faire. À l'époque, cela semblait plus facile. Nous nous étions séparés quand Chloé avait 12 ans. Elle était à cet âge où la stabilité importait plus que la vérité. Et je ne voulais pas être celui qui bouleverserait son monde juste pour protéger mon ego. Alors, quand Valérie disait aux gens qu'elle m'aidait à me remettre sur pied, je ne la corrigeais pas. Quand elle sous-entendait que je joignais les deux bouts à peine, je souriais et changeais de sujet. Quand elle disait à Chloé, « Ton père essaie juste de comprendre comment s'organiser », j'opinais et ne disais rien. Le silence, me disais-je, c'était la maturité. Mais le silence a une fâcheuse tendance à être réutilisé. Valérie a vite appris que si je ne parlais pas, elle pouvait parler pour moi. Elle disait aux amis que j'avais des problèmes d'argent. Elle disait à la famille que je n'avais jamais su planifier. Elle disait à Chloé que j'étais fier mais sensible et qu'il ne fallait pas me poser de questions sur ma situation. Je suis devenu la note de bas de page, l'exemple du avant-après, l'homme qui prouvait à quel point elle avait été nécessaire. Pendant ce temps, ma vie réelle ne ressemblait en rien à la version qu'elle faisait circuler. Je vivais dans un appartement modeste, oui, mais le loyer était payé à temps chaque mois. Je conduisais une vieille berline parce qu'elle roulait bien et ne nécessitait pas de crédit. Je travaillais à temps plein et même plus. J'économisais. Je suivais chaque dépense à l'euro près. Je n'étais pas à la dérive. Je construisais. Mais Valérie ne demandait jamais. Elle ne voulait pas savoir comment j'allais. Elle voulait savoir de quoi j'avais l'air et si elle pouvait continuer à paraître mieux par comparaison. Il y avait des moments qui faisaient mal. Comme la fois où Chloé a hésité avant de me demander si je viendrais à son concours d'éloquence parce que, comme elle l'a dit prudemment, maman a dit que tu pourrais être occupé avec des trucs. Ou l'après-midi où j'ai surpris Valérie dire à sa sœur au téléphone, il est toujours locataire. C'est assez triste, honnêtement. Je me tenais dans ma cuisine ce jour-là, le téléphone pressé contre mon oreille, écoutant le ronronnement du frigo. Et je me demandais comment quelqu'un pouvait être aussi à l'aise pour réduire l'existence entière d'une autre personne à une superficie en mètres carrés. Je ne l'ai pas confronté alors, parce que la confrontation offre une scène au menteur. Au lieu de cela, j'ai prêté attention. J'ai remarqué des schémas, des dates, des commentaires désinvoltes qui ne collaient pas. Je me suis souvenu de choses du divorce qui avaient semblé précipitées. Des documents que j'avais signés parce que je faisais confiance au processus. Des explications qui avaient été vagues mais rassurantes. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour cette partie, avait dit Valérie plus d'une fois. J'ai déjà géré ça. Gérer comment? Cette question est restée avec moi. Silencieuse mais persistante, comme un caillou dans une chaussure qu'on ne peut pas ignorer éternellement. Le soir après la fête de remise de diplôme, je me suis assis à ma table de cuisine avec mon ordinateur portable ouvert et un bloc-notes jaune à côté. Je n'ai rien écrit de dramatique. Pas d'accusation, pas de plan de vengeance, juste des faits. Revenus, dépenses, épargne, compte. J'ai listé ce que je savais et ce que je ne savais pas. Et pour la première fois, je me suis autorisé à envisager une possibilité que j'avais évitée pendant des années. Et si Valérie n'avait pas juste parlé pour se donner le beau rôle? Et si elle avait déplacé des choses calmement, délibérément, pour que l'histoire joue toujours en sa faveur? Cette pensée ne m'a pas mis en colère. Elle m'a rendu prudent. Au cours des semaines suivantes, j'ai parlé encore moins que d'habitude. J'ai arrêté de corriger quiconque répétait la version de Valérie sur ma vie. J'ai arrêté de me justifier tout court. Au lieu de cela, je me suis concentré sur deux choses, le travail et l'épreuve. Parce qu'un jour, que Valérie le veuille ou non, la vérité aurait besoin de quelque chose de solide sur quoi s'appuyer. Et quand ce jour viendrait, je ne voulais pas de bruit. Je voulais du papier. Valérie a levé sa tasse de thé, les mains maintenant plus stables qu'elle ne l'avait été au portail. Elle a pris une gorgée, les yeux parcourant toujours la pièce. Alors, dit-elle avec désinvolture, depuis combien de temps es-tu ici? J'ai croisé son regard.
Assez longtemps, ai-je dit. Elle a souri à nouveau, mais cette fois, cela n'a pas atteint ses yeux. Et pour la première fois depuis notre divorce, j'ai réalisé quelque chose d'important. Elle n'était pas là pour prendre des nouvelles. Elle était là pour recalibrer. Et cela signifiait que l'histoire qu'elle racontait n'était plus en sécurité. Valérie a reposé sa tasse sans finir son thé. Je l'ai remarqué parce que cela avait toujours été son signe. Quand elle était à l'aise, elle s'attardait. Quand elle se sentait piégée, elle trouvait des raisons de ne pas rester. Elle a jeté un coup d'œil à sa montre, puis à son téléphone, puis à nouveau vers moi avec un sourire qui essayait très fort de paraître décontracté. « Tu n'as pas répondu à ma question, dit-elle. Depuis combien de temps habites-tu ici ? Assez longtemps, ai-je répété. Elle a ri légèrement comme si je la taquinais. Tu fais toujours ça. Tu rends tout mystérieux. Puis après un temps, je ne savais pas que tu étais en position d'acheter. Ça y était. Pas de la curiosité. Une évaluation. J'ai travaillé, ai-je dit. J'ai économisé. Valérie a hoché la tête, mais je pouvais l'avoir calculé. Le même regard qu'elle avait quand elle décidait comment formuler une histoire pour qu'elle tombe juste. Je ne lui ai rien donné d'autre à se mettre sous la dent. Quelques minutes plus tard, elle s'est levée. Eh bien, c'était inattendu. Elle a lissé sa veste, a pris son sac à main. Je devrais y aller. Je l'ai raccompagnée à la porte. Elle s'est arrêtée une fois de plus dans l'entrée, a jeté un coup d'œil en arrière vers le salon, puis vers moi. Tu devrais le dire à Chloé, dit-elle. Elle sera surprise. Je le ferai, ai-je répondu. Elle a hésité, voulant clairement dire autre chose, puis s'est ravisée. Dès qu'elle a mis un pied dehors, elle a ressorti son téléphone et a commencé à taper furieusement avant même d'atteindre sa voiture. J'ai fermé la porte derrière elle et je me suis appuyé contre le battant un instant, écoutant le calme revenir dans la maison. Ce soir-là, mon téléphone a vibré 3 fois. Un texto de Valérie, puis un autre, puis un appel manqué. Je n'ai pas répondu, car la vérité, c'est que Valérie n'était pas la raison pour laquelle je l'avais invitée. Elle était l'avant-première. Le véritable tournant s'était produit des mois plus tôt, un mardi soir ordinaire qui ne semblait pas important à l'époque. J'étais assis à mon bureau au travail, fixant un tableau qui refusait de s'équilibrer. Il était tard. La plupart des lumières du bureau étaient éteintes et l'équipe de nettoyage se déplaçait silencieusement dans le couloir. Mon téléphone a vibré sur le coin du bureau. Marc. Nous étions amis depuis avant mon mariage, avant Chloé, avant que tout ne devienne compliqué. Il travaillait dans une banque mutualiste régionale, le genre d'endroit qui se souvenait des gens et pas seulement des comptes. Nous ne parlions pas souvent, les anniversaires, le message occasionnel pour les fêtes. Mais quand Marc appelait, ce n'était jamais pour parler de la pluie et du beau temps. « Salut » a-t-il dit quand j'ai répondu. Sa voix semblait tendue. « Tu as une minute ?» « Oui » ai-je dit. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Une pause. « Ça fait longtemps que je voulais t'appeler, Laurent. Je ne savais juste pas comment. » Je me suis adossé à ma chaise. « D'accord. Il y a quelque chose que tu dois savoir sur le divorce, a-t-il dit. À propos des comptes. Le mot compte est tombé plus lourdement qu'il n'aurait dû. Quoi à propos d'eux? Une autre pause. Je pouvais l'entendre expirer. J'ai vu des choses à l'époque. Sur le moment, je pensais que tu savais, ou que ce n'était pas à moi de m'en mêler. Mon estomac s'est noué. Marc? Quand toi et Valérie vous êtes séparés, a-t-il continué prudemment, il y a eu des mouvements, des transferts, des décisions qui ne collaient pas avec ce que tu as signé. Je n'ai pas parlé. Je ne faisais pas encore confiance à ma voix. Il y avait un plan d'épargne retraite, a-t-il dit. Pas énorme à l'époque, mais significatif. Tu étais listé comme co-souscripteur. Je me souvenais vaguement. La paperasse. Les réunions. Valérie insistant pour gérer le côté financier parce qu'elle était meilleure avec les détails. Je me souviens, ai-je dit. Marc a hésité. Laurent, le compte a été liquidé plus tôt qu'il n'aurait dû l'être, et les changements de bénéficiaires. Ça ne correspondait pas à l'accord final. Je suis resté très immobile. Qu'est-ce que tu es en train de dire, ai-je demandé. Je dis, a répondu Marc doucement, qu'une partie de l'argent que tu croyais protégé ne l'était pas.
Et le timing. Ça a coïncidé avec l'apport personnel pour la maison de Valérie. La pièce a semblé basculer. Combien, ai-je demandé. Marc a nommé un chiffre. Ce n'était pas assez pour me ruiner. C'était la partie la plus cruelle. C'était assez pour faire pencher la balance, assez pour rendre les années qui ont suivi plus difficiles qu'elles n'auraient dû l'être. Assez pour financer un récit. Je ne voulais pas y croire au début, a dit Marc. Mais j'ai ressorti les archives le mois dernier. Tout concorde. Date, montant, autorisation. Tu as des copies, ai-je demandé. Oui, a-t-il dit. Relevé, historique de transaction, confirmation par email. J'ai fermé les yeux. Pourquoi me le dire maintenant, ai-je demandé. Parce que, a dit Marc, j'ai entendu Valérie dire à quelqu'un que tu ne t'en serais jamais sorti sans elle. Et j'ai réalisé que tu n'en avais jamais vraiment eu la chance. Après avoir raccroché, je suis resté dans ma chaise bien après que le bureau se soit vidé. Je ne me sentais pas en colère. Je me sentais clarifié. Soudain, tant de choses prenaient sens. Pourquoi Valérie avait été si confiante? Pourquoi elle avait insisté pour gérer la paperasse? Pourquoi elle n'avait jamais semblé inquiète pour l'argent après coup? J'ai conduit jusqu'à chez moi ce soir-là en silence, les mains stables sur le volant. Quand je suis rentré, je n'ai pas allumé la télé. Je ne me suis pas versé un verre. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai créé un nouveau dossier. Je l'ai étiqueté simplement dossier. Au cours des semaines suivantes, Marc a envoyé tout ce qu'il avait. Des PDF de relevés, des captures d'écran d'emails archivés. Chaque document racontait la même histoire sous un angle légèrement différent. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas de la confusion. C'était prémédité. J'ai pensé à confronter Valérie, à l'appeler, à exiger des réponses. Mais je la connaissais trop bien. Elle pleurerait, elle détournerait le sujet, elle dirait que c'était pour Chloé. Elle accuserait Marc de mentir. Et le lendemain matin, elle aurait appelé tous ceux que nous connaissions pour expliquer à quel point elle était inquiète de me voir vriller. Non, je n'allais pas lui donner ça. Au lieu de cela, j'ai décidé de construire quelque chose qu'elle ne pourrait pas contourner par la parole. J'ai mis les bouchées doubles au travail, j'ai pris des projets que les autres évitaient, je me suis porté volontaire pour les réunions tardives, les clients difficiles. J'ai vécu plus chichement qu'avant, pas parce que je le devais, mais parce que je voulais le contrôle. Chaque mois, je regardais les chiffres bouger dans la bonne direction. Chaque mois, je me rappelais que le silence n'était pas une capitulation, c'était une préparation. Au moment où j'ai invité Valérie pour le thé, je n'essayais pas de l'impressionner. Je positionnais la vérité. Parce que quand le moment viendrait et je savais qu'il viendrait et l'histoire ne serait pas à moi de la raconter. Le papier le ferait pour moi. La partie la plus difficile quand on construit quelque chose en silence, c'est de résister à l'envie de s'expliquer en cours de route. Après mon appel avec Marc, je n'ai pas soudainement changé ma routine. Je n'ai pas confronté Valérie. Je n'ai pas laissé entendre à Chloé que quelque chose n'allait pas. Extérieurement, ma vie ressemblait exactement à ce qu'elle était depuis des années. Prévisible, modeste, banale. À l'intérieur, tout avait changé. J'ai commencé à arriver au travail plus tôt, pas parce que quelqu'un me l'avait demandé, mais parce que j'avais besoin de ces heures où le bâtiment était calme et mes pensées affûtées. Je travaillais aux opérations pour une entreprise de logistique de taille moyenne, rien de flashy, rien qui n'impressionne les gens lors des dîners, mais c'était un travail complexe, des systèmes interdépendants, des marges serrées, le genre d'endroit où les erreurs coûtent de l'argent réel. Et où la prise de décision calme comptait. Pendant longtemps, j'étais resté confortablement en retrait. Fiable, constant, l'homme en qui on avait confiance pour faire tourner la boutique, mais qui ne cherchait pas la lumière. Cela a changé le soir où Sylvie, ma directrice, m'a appelé dans son bureau. Sylvie avait 58 ans, l'œil vif et une allergie aux bêtises. Elle était dans l'entreprise depuis plus longtemps que n'importe qui d'autre à la direction et avait la réputation de voir clair dans le jeu des gens. Elle ne gaspillait pas ses mots. J'ai observé comment vous gérez la pression, a-t-elle dit en glissant un dossier sur son bureau. Vous ne paniquez pas. Vous ne faites pas de cinéma, vous réparez les choses. J'ai ouvert le dossier. C'était une proposition de projet, un projet qui avait déjà grillé 2 managers. C'est un bourbier, a-t-elle continué. Délai serré,
haute visibilité. Si vous le prenez, vous vous ferez des ennemis. Si vous réussissez, vous ferez carrière. Je n'ai pas hésité. Je le prends. À partir de ce moment, mes journées se sont confondues. Des tours de 12 heures, parfois 14. Je mangeais à mon bureau. J'ai appris à exclure complètement les distractions, y compris le léger bourdonnement de ressentiment que je portais depuis des années sans le nommer. Valérie continuait de raconter sa version de ma vie. Je le savais parce que les gens me la répétaient sans s'en rendre compte. Une connaissance commune a dit une fois, « C'est bien que tu restes positif vu tout ce qui s'est passé. » Un cousin éloigné a demandé, « Tu t'en sors financièrement ?» Chloé a mentionné gentiment, « Maman dit que tu n'aimes pas parler boulot parce que ça te stresse. » J'ai souri. J'ai rassuré. J'ai changé de sujet, pas parce que je me cachais, mais parce que j'avais fini de jouer la comédie. Au cours de l'année suivante, les choses ont avancé régulièrement. Le projet a été livré à temps. Le client a renouvelé. Les chiffres se sont améliorés. Sylvie m'a envoyé un email de 2 lignes un vendredi après-midi. Beau travail. Venez me voir lundi. Lundi, elle m'a offert une promotion. Augmentation de salaire, nouveau titre, plus de responsabilités. Je l'ai remercié et je suis retourné à mon bureau. Je n'ai rien posté sur les réseaux sociaux. Je ne l'ai pas dit à ma famille. J'ai mis à jour mon tableau Excel. C'est devenu mon rituel. Chaque petite victoire allait dans le tableau, pas comme une vantardise, mais comme une preuve. Les chiffres se fichaient des récits. Ils bougeaient, que les gens croient en eux ou non. J'ai automatisé l'épargne, augmenté mes cotisations d'investissement, remboursé le peu de dettes qu'il me restait. Je vivais avec moins que ce que je gagnais, même quand je n'y étais plus obligé. Certains soirs, seul dans mon appartement, je me demandais ce qui aurait changé si ce compte retraite n'avait pas été touché. Si j'avais récupéré ces années. Ce coussin, cette avance. Puis je me rappelais que ce n'était pas à propos de ce que j'avais perdu. C'était à propos de ce que je construisais malgré tout. Au moment où ma deuxième promotion est arrivée, cela m'a fait entrer dans la direction. Mon salaire avait franchi un territoire que Valérie n'avait jamais imaginé que j'atteindrais. L'ironie ne m'échappait pas. Elle avait passé des années à expliquer mes limites pendant que je les dépassais silencieusement. Noël est passé. Valérie a reçu comme d'habitude. J'y suis allé pour Chloé. Elle a fait visiter sa cuisine rénovée aux invités, montrant les améliorations et les finitions comme un guide de musée. À un moment donné, elle a fait un geste vers moi à travers la pièce et a dit, « Laurent a toujours été très facile à vivre, il se contente de peu. » Les gens ont souri poliment. J'ai bu une gorgée de mon eau et je n'ai rien dit. Plus tard ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai réalisé quelque chose d'important. Je n'étais plus en colère. J'avais fini. C'est là que j'ai commencé à regarder les maisons. Pas en ligne au début, mais en personne. Le samedi matin, café dans le porte-gobelet, téléphone sur silencieux. Je conduisais à travers les quartiers sans urgence, sans attente. Je ne cherchais pas des mètres carrés. Je cherchais une sensation. Je l'ai trouvée dans une rue calme bordée d'arbres, le genre qui n'essaie pas d'impressionner. La maison n'était pas neuve. Elle avait du caractère, une ossature solide, une lumière qui remplissait les pièces sans effort. Debout dans le salon vide pendant la visite, j'ai senti quelque chose s'installer dans ma poitrine. Ça. J'ai refait les calculs 2 fois, puis encore une fois. J'ai appelé mon conseiller financier, passé en revue les imprévus, pensé aux risques, pas avec peur, mais avec honnêteté. Puis j'ai fait une offre. Quand elle a été acceptée, je n'ai pas fait la fête. Je n'ai appelé personne. Je suis rentré chez moi, j'ai ouvert mon tableau Excel et j'ai écrit une ligne. Prêt. Parce qu'acheter la maison n'était pas la victoire. La victoire était de savoir que j'avais atteint un endroit d'où Valérie ne pourrait plus jamais me déloger par ses paroles. Et quand le moment serait venu de lui montrer, je voulais que ce soit calme. Indéniable. J'ai signé mon nom 47 fois dans une petite salle de conférence qui sentait légèrement le café et l'encre. Le notaire faisait glisser chaque document sur la table avec une efficacité rodée, tapant les coins pour les aligner proprement avant de pointer la ligne de signature suivante. Acte de vente, diagnostic, annexe, paraphé ici, paraphé là. Ma main n'a pas crampé.
Elle n'a pas tremblé. J'ai signé lentement, délibérément, comme si je marquais le temps au lieu du papier. Quand ce fut fini, elle m'a tendu un dossier, fin, banal, et une clé unique sur un anneau en métal simple. C'est tout, dit-elle avec un sourire professionnel. Félicitations, monsieur Mercier. Je l'ai remercié, je me suis levé et je suis sorti seul sur le parking. La clé était chaude de sa main. Je l'ai tenue dans ma paume un moment avant de déverrouiller la voiture, sentant son poids d'une manière qui n'avait rien à voir avec le métal. Je n'ai pas appelé Valérie. Je n'ai pas appelé Chloé. Je n'ai même pas appelé Marc. Certaines choses méritent d'exister tranquillement avant que le monde ne donne son avis. J'ai conduit directement à la maison. L'endroit était vide quand j'ai déverrouillé la porte d'entrée pour la première fois. Pas d'écho de voix, pas de pas sauf les miens. La lumière était différente à l'intérieur de ce qu'elle avait été pendant la visite. Plus chaude maintenant, glissant sur le parquet en long rectangle alors que l'après-midi basculait vers la soirée. Je suis resté là un moment juste à respirer. Il ne s'agissait pas de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Il ne s'agissait pas de prendre sa revanche. Il ne s'agissait même pas de la maison. Pas vraiment. Il s'agissait de choisir quelque chose sans demander la permission. J'ai emménagé lentement, pas parce que je ne pouvais pas me payer de l'aide, mais parce que je voulais ressentir chaque pouce de la transition. J'ai chargé ma voiture moi-même, vêtements, livres, la poêle en fonte que j'avais depuis mes 20 ans, une boîte de vieilles photos dont je n'avais jamais trop su quoi faire. Pas de camion de déménagement, pas de public. La première nuit, j'ai dormi sur un matelas par terre et je me suis réveillé avant le lever du soleil. J'ai fait du café dans une cuisine nue et je l'ai bu debout près de la fenêtre, regardant le quartier s'animer. Des promeneurs de chiens, un jogger, un camion de livraison descendant doucement la rue. Normal. Cela comptait plus pour moi que n'importe quelle révélation spectaculaire. J'ai acheté des meubles un par un. Une table à manger solide dans un vide-grenier, un canapé assez profond pour y disparaître. Rien de tendance, rien de fragile, des choses construites pour durer. À mesure que la maison se remplissait, mon sentiment de certitude faisait de même. Valérie, pendant ce temps, remplissait le silence à sa manière. Elle envoyait des textos, elle appelait. Elle laissait des messages qui oscillaient entre curiosité et fausse inquiétude. Chloé dit que tu as déménagé. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Tu es sûr que c'est une bonne idée? Je répondais poliment, brièvement. Je n'offrais pas de détails. Quand Chloé a demandé directement, je lui ai dit la vérité, mais pas toute la vérité. J'ai acheté une maison, ai-je dit. Je m'en sors bien. Il y a eu une pause sur la ligne. Maman a dit. Je sais ce que ta mère a dit, ai-je répondu doucement. Tu n'as pas à choisir de camp. Sache juste que je vais bien. Elle semblait soulagée. C'était suffisant pour le moment. La seule personne que j'ai invitée durant ces premières semaines était Marc. Il est arrivé un dimanche après-midi avec une enveloppe blanche ordinaire et une bouteille de vin rouge. Il s'est tenu dans l'entrée, a jeté un long regard circulaire, puis a hoché la tête une fois. Tu as bien fait les choses, a-t-il dit. J'ai versé un verre à chacun de nous et nous nous sommes assis à la table de la cuisine, l'enveloppe entre nous comme un accord tacite. Tu es prêt, a-t-il demandé. Pas encore, ai-je dit. Il n'a pas insisté. C'est pour ça que je lui faisais confiance. L'enveloppe est restée dans le tiroir de mon bureau, sous un dossier étiqueté et dossier et à côté de l'acte de propriété, 3 documents qui racontaient différentes versions de la même histoire. J'attendais, non pas le courage, mais le timing. Le moment est venu plus tôt que je ne le pensais. Valérie a appelé un soir, la voix inhabituellement prudente. Chloé a mentionné que tu avais acheté une maison, a-t-elle dit. Tu sais que je voudrais la voir, pour elle. J'ai failli sourire. Passe samedi, ai-je dit. 14 heures. Elle n'a pas hésité. D'accord. J'ai passé la matinée à nettoyer, bien que la maison ne fût pas sale. J'ai essuyé des comptoirs qui n'avaient pas été utilisés, redressé des chaises qui étaient déjà alignées. J'avais besoin d'occuper mes mains pendant que mon esprit restait calme. À 13h30, j'ai mis la table. 2 tasses, une théière, une assiette de biscuits simples achetée à la boulangerie en bas de la rue. Pas d'accessoires, pas de théâtralité, juste la vérité disposée proprement. Quand j'ai entendu le gravier crisser à 14h03,
je ne me suis pas précipité vers la porte. J'ai attendu que Valérie sonne. Debout là, j'ai réalisé autre chose. Je n'étais pas nerveux parce que je ne demandais rien. Je ne lui demandais pas de comprendre, ou de s'excuser, ou même d'admettre ce qu'elle avait fait. Je lui donnais une vue qu'elle ne pourrait pas effacer par des paroles. Quand elle a franchi le portail et s'est figée, je n'ai ressenti aucune satisfaction, aucun frisson, juste une confirmation. Parce que la maison n'était pas la révélation. Elle était le contexte. La véritable histoire, celle qu'elle avait essayé d'enterrer sous des années de narration soigneuse, attendait tranquillement dans un tiroir, scellé dans l'encre, les dates et les chiffres. Et quand le moment est venu d'ouvrir cette enveloppe, je voulais que cela se passe ici, à cette table, avec le thé refroidissant entre nous. Valérie n'est pas entrée complètement au début. Elle s'est tenue juste au-delà du seuil, une main agrippant toujours la lanière de son sac à main, les yeux parcourant rapidement l'entrée, comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un surgisse pour expliquer tout ça. Quand elle a finalement traversé la maison, c'était avec la posture raide de quelqu'un entrant dans un territoire inconnu auquel elle ne fait pas confiance. « C'est plus grand que je ne le pensais », a-t-elle dit. « C'est confortable », ai-je répondu. Elle est passée devant moi sans répondre, les talons claquant sèchement sur le parquet. Elle s'est arrêtée dans le salon, s'est tournée lentement, puis a marché jusqu'à la fenêtre et a regardé le jardin. Pendant un instant, elle a oublié de jouer son rôle. « Je ne savais pas que tu pouvais te permettre ça », a-t-elle dit, pas méchamment cette fois. Juste honnêtement. « Je le peux », ai-je dit. Elle s'est tournée pour me faire face. « Depuis quand ?» J'ai croisé son regard. « Depuis que j'ai arrêté de me justifier. » Ça a touché juste. Je pouvais le voir parce qu'elle a cligné des yeux et a détourné le regard, la plus petite fissure dans son sang-froid. J'ai fait un geste vers la table de la cuisine. « Thé ?» Elle a hésité, puis a hoché la tête. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre, la table entre nous comme une zone neutre sur laquelle aucun de nous ne s'était mis d'accord, mais que nous comprenions tous les deux. Valérie a levé sa tasse, a pris une gorgée, puis l'a reposée. Ses doigts s'attardaient sur l'anse, tapotant une fois, 2 fois. « Tu aurais dû me le dire », a-t-elle dit finalement. « Pourquoi ?» ai-je demandé. Elle a froncé les sourcils. « Parce que Chloé aurait voulu savoir. Parce que c'est important. » Ça l'est, ai-je convenu. Pour moi. Elle s'est adossée à sa chaise, les bras croisés nonchalamment sur sa poitrine. Je ne m'attendais juste pas à ce que tu atterrisses dans un endroit comme celui-ci. C'était encore là. Pas de surprise face à mon succès, mais de la surprise face à ma capacité. Je ne l'ai pas corrigé. Au lieu de cela, j'ai dit, tu te souviens du plan d'épargne retraite qu'on a mis en place ensemble? Ses yeux ont basculé vers les miens, puis ailleurs. Lequel, a-t-elle demandé trop vite? Celui auquel nous avons tous les deux cotisé, ai-je dit. Avant le divorce. Elle a agité la main avec désinvolture. C'était il y a des années, Laurent. Tout a été géré dans le jugement. J'ai hoché la tête. C'est ce que je pensais. Elle me regardait attentivement maintenant, alerte. Pourquoi tu ramènes ça sur le tapis? Parce que, ai-je dit calmement, j'ai réalisé que quelque chose ne collait pas. Valérie a ri doucement. Tu réfléchis trop. Tu l'as toujours fait. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à mon bureau. J'ai ouvert le tiroir du haut et j'ai sorti l'enveloppe blanche que Marc avait apportée des semaines plus tôt. Je ne l'ai pas encore ouverte. Je l'ai juste placée sur la table entre nous. Son rire s'est arrêté. C'est quoi ça? A-t-elle demandé. Des archives, ai-je dit. Elle a fixé l'enveloppe comme si elle allait bouger toute seule. Laurent, si c'est une question d'argent. C'est une question de vérité, l'ai-je interrompu doucement. Elle s'est redressée sur sa chaise. Tu vas vraiment faire ça? Je n'ai pas répondu. J'ai glissé l'enveloppe vers elle et je me suis rassis. Valérie ne l'a pas touchée. Au lieu de cela, elle a attrapé son téléphone. J'ai regardé ses doigts trembler, pas dramatiquement, mais assez pour qu'elle doive s'y reprendre à 2 fois pour déverrouiller l'écran. Elle s'est tournée légèrement et a composé un numéro. Rémi, a-t-elle dit quand l'appel s'est connecté. Sa voix était tendue maintenant. J'ai besoin que tu viennes ici tout de suite. Elle s'est levée et a fait les 100 pas en parlant, jetant des coups d'œil à l'enveloppe comme si c'était une bombe à retardement. Oui,
Je suis sérieuse. Il faut que tu vois cet endroit. Et amène Chloé si tu peux. J'ai haussé un sourcil, mais je n'ai rien dit. Elle a raccroché et s'est tournée vers moi, la mâchoire serrée. Tu es ridicule. Alors ce sera rapide, ai-je dit. Nous avons attendu. La maison semblait différente avec cette anticipation dans l'air, comme le calme avant un orage qui n'éclate jamais tout à fait. Valérie faisait les 100 pas. Je suis resté assis. Quand la sonnette a retenti, elle a sursauté. Rémi est arrivé le premier. Le frère aîné de Valérie. Il est entré, a regardé autour de lui, puis a laissé échapper un sifflement bas. Eh bien, a-t-il dit, je n'avais pas vu ça venir. Chloé est arrivée quelques minutes plus tard, essoufflée et confuse. Elle a regardé de moi à sa mère, puis l'enveloppe sur la table. Qu'est-ce qui se passe? A-t-elle demandé. Je me suis levé. Prenez un siège. Valérie a protesté. C'est inutile. Mais Chloé s'est assise quand même. J'ai ouvert l'enveloppe. J'ai étalé les papiers un par un, les lissant à plat. Relevé bancaire, historique de transactions, dates entourées au stylo. Ce compte, ai-je dit d'une voix égale, a été liquidé 3 mois avant que le divorce ne soit finalisé. Valérie a secoué la tête. Ce n'est pas. Les fonds, ai-je continué, ont été transférés sur un compte courant uniquement à ton nom. Rémi s'est penché en avant, lisant, son visage a changé. Une semaine plus tard, ai-je continué, un apport personnel a été versé pour ta maison. La pièce était silencieuse. Les yeux de Chloé bougeaient entre les documents et sa mère. Maman? Valérie a ri une fois, un rire sec et cassant. C'est hors contexte. Laisse-le, a demandé Rémi doucement. Elle s'est retournée contre lui. Tu ne comprends pas. Je comprends les dates et les chiffres, a-t-il répondu. Valérie m'a regardé à nouveau, les yeux étincelants. Tu as laissé passer ça pendant des années. Oui, ai-je dit. Je l'ai fait. Chloé a parlé à nouveau, plus doucement maintenant. Tu m'as dit que tu avais utilisé tes économies. La bouche de Valérie s'est ouverte, fermée. Je n'ai pas dit ça, a-t-elle insisté. Si, a dit Chloé. Tu l'as toujours dit. Le silence s'est étiré. Je ne demande pas à récupérer l'argent, ai-je dit finalement. Je n'en ai pas besoin. Valérie s'est moquée. Alors, c'est quoi le but? J'ai croisé son regard. Le but, c'est que tu arrêtes de dire aux gens que j'ai échoué alors que tu as bâti ton succès sur quelque chose qui n'était pas à toi seul. Elle a regardé autour de la pièce, cherchant désespérément des alliés. Il n'y en avait aucun. J'ai bâti ceci, ai-je dit en désignant la maison. Sans mensonge. Sans réécrire l'histoire de quelqu'un d'autre. J'ai rassemblé les papiers et les ai glissés dans l'enveloppe. Tu ne peux plus narrer ma vie, ai-je dit calmement. Si tu viens dans cette maison, tu viens comme invitée, pas comme éditrice. Valérie n'a rien dit. Chloé a attrapé ma main. Et à ce moment-là, quelque chose s'est apaisé, pas seulement dans la pièce, mais en moi. Parce que la vérité avait enfin parlé, et elle n'avait pas besoin que j'élève la voix. La maison semblait plus calme après que la vérité fut tombée. Pas le genre de calme vide, celui qui résonne, mais le genre apaisé, comme la poussière qui retombe après qu'on a posé quelque chose de lourd. Rémi se tenait près du comptoir, les mains dans les poches, les yeux au sol. Chloé était assise à côté de moi à la table, ses doigts enroulés autour de sa tasse, bien que le thé soit devenu tiède depuis longtemps. Valérie restait debout, les bras le long du corps, sa posture raide d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Elle n'avait pas de scénario pour ce moment. Pendant des années, elle avait traversé les pièces avec confiance parce qu'elle croyait posséder l'histoire. Elle décidait quels détails comptaient, lesquels ne comptaient pas, et qui avait le droit de parler. Maintenant, le papier avait fait ce que les mots ne pouvaient jamais faire. Il avait retiré le récit de ses mains. Rémi s'est éclairci la voix. Valérie, a-t-il dit, prudent mais ferme. Tu aurais dû lui dire. Elle ne l'a pas regardé. Elle m'a regardé. Tu as attendu, a-t-elle dit, pas accusatrice, presque déconcertée. Tu as attendu tout ce temps. Oui, ai-je répondu. Pourquoi, a-t-elle demandé. Pourquoi ne pas avoir dit quelque chose plus tôt? J'ai considéré cela un moment.
Pas parce que je ne connaissais pas la réponse, mais parce que je voulais le dire proprement. Parce que j'avais besoin que la vérité tienne debout toute seule, ai-je dit. Et parce que j'avais besoin de savoir qui j'étais sans elle. Les épaules de Valérie se sont légèrement affaissées. J'ai fait ce que je pensais être le mieux. Pour qui? A demandé Chloé doucement. Valérie s'est tournée vers elle, surprise. Pour nous. Pour toi. Chloé a secoué la tête. Tu as dit à tout le monde que papa ne pouvait pas s'en sortir tout seul. Valérie a ouvert la bouche, l'a refermée. Rémi a expiré lentement. Je pense qu'on devrait y aller, a-t-il dit en regardant entre elles. Ça n'aide pas. Valérie a hésité, puis a hoché la tête. Elle a ramassé son sac à main avec des mains tremblantes, son mouvement soudainement incertain. À la porte, elle s'est arrêtée. Je ne pensais pas que tu découvrirais un jour, a-t-elle dit. C'est la partie qui fait mal, ai-je répondu doucement. Pas l'argent. La certitude. Elle a hoché la tête une fois, raidement, et est partie sans un autre mot. Rémi a suivi, m'offrant un bref regard, moitié excuse, moitié respect, avant de fermer la porte derrière lui. Chloé et moi sommes restés où nous étions pendant un long moment. Je ne savais pas, a-t-elle dit finalement. Pour rien de tout ça. Je sais, ai-je répondu. Elle a fixé le dessus de la table, puis a levé les yeux vers moi. Je suis fier de toi. Les mots m'ont pris au dépourvu, pas parce que je ne les avais pas mérités, mais parce que je n'avais pas réalisé à quel point ils m'avaient manqué. Après son départ, je suis resté seul dans la cuisine et j'ai commencé à ranger. Les tasses dans l'évier, les papiers de retour dans l'enveloppe dans le tiroir à côté de l'acte de propriété. Je ne me sentais pas triomphant. Je me sentais achevé. Les retombées sont arrivées rapidement, mais calmement. Les membres de la famille ont arrêté de répéter la version des événements de Valérie. Les questions ont remplacé les suppositions. Certaines personnes se sont excusées. D'autres sont restées silencieuses. Valérie n'a pas appelé pendant des semaines. Quand elle l'a finalement fait, sa voix était plus petite. Personne ne me répond, a-t-elle dit. Je ne leur ai pas demandé de ne pas le faire, ai-je répondu. Je ne sais pas comment réparer ça, a-t-elle admis. C'est honnête, ai-je dit. C'est un début. Nous n'avons pas tout résolu lors de cet appel. Nous n'en avions pas besoin. Les limites ne sont pas des murs, ce sont des portes avec de meilleures serrures. Avec le temps, Chloé est passée plus souvent. Nous cuisinions ensemble, parlions de ses cours, rions de choses qui n'avaient rien à voir avec le passé. Je ne disais pas de mal de sa mère. Je n'en avais pas besoin. Mon père, qui avait toujours évité les conflits, s'est pointé un après-midi avec une boîte à outils. Il a resserré une rampe branlante sur la terrasse et est resté pour le café. Il n'a pas dit grand-chose. Il n'avait pas à le faire. La vie s'est installée dans quelque chose de nouveau. Pas parfait, pas dramatique, juste honnête. Des mois plus tard, debout dans mon salon alors que la lumière du soleil inondait le sol, j'ai repensé à ce moment à la fête de remise de diplôme. Les rires, l'étiquette, le silence qui a suivi. Je pensais que le silence signifiait perdre. Maintenant, je sais mieux. Le silence peut être une stratégie. La vérité n'a pas besoin de volume. Et vous ne devez une confrontation à personne, mais vous devez la vérité à vous-même. Si quelqu'un a déjà réécrit votre histoire pour se sentir plus grand, je veux que vous sachiez ceci, vous n'avez pas besoin de crier pour reprendre votre vie. Parfois, la réponse la plus forte est une vie bâtie si solidement qu'elle parle d'elle-même.